Avant 2022, les députés du Parti québécois prêtaient serment à la monarchie. Il n'y avait aucun problème là. Mais après l'élection d'octobre 2022, est arrivée une situation où les députés du Parti québécois devaient maintenant prêter non pas serment à la reine Élisabeth II, mais au roi Charles III. Ce changement à la tête de l'État a ouvert une porte pour le Parti québécois de contester ce serment au roi. Et il y a eu beaucoup de débats à l'époque, rappelez-vous. On avait vraiment mis, puis il faut dire, le PQ était réduit à 3 députés, là, Paul Saint-Pierre Plamondon, Pascal Bérubé, Joël Arsenault. Et le président de l'Assemblée nationale à l'époque, François Paradis, avait dit que la présidence n'avait pas le pouvoir de dispenser un député de cette obligation constitutionnelle, qu'elle ne pouvait pas juger recevable une motion qui permettrait de passer outre à cette obligation de prêter serment au roi. En réponse à tout cela, la Coalition Avenir Québec, en décembre 2022, a déposé un projet de loi pour abolir le serment d'allégeance au roi. Et ça a été adopté quelques semaines plus tard à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Or, voici qu'un avocat constitutionnaliste de l'Université d'Ottawa, professeur à la faculté de droit, Lawrence David, a déposé un recours pour faire invalider cette loi qui abolit le serment d'allégeance à la monarchie. Il est avec nous. Lawrence David, bonjour. Oui, bonjour Carl. Bon matin à vous et à vos écouteurs. Monsieur David, expliquez-nous pourquoi vous voulez faire invalider la loi qui abolit ce serment d'allégeance à la monarchie. C'est très simple, Carl. Notre action, c'est pas une question de monarchie contre républicanisme. Notre thèse, elle est très simple. Si on veut abolir le serment d'allégeance, il faut suivre les règles dans la Constitution pour la modification de la Constitution. Alors, si c'est ça la volonté du Québec, OK, il faut suivre les règles applicables. Donc, ce que vous dites, c'est que le serment à la monarchie, c'est une règle prévue dans la Constitution et que la loi déposée par le gouvernement de la Coalition Avenir Québec et adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale est donc inconstitutionnelle. Précisément, l'article 128 de la loi constitutionnelle de 1867 édicte clairement que le serment d'allégeance est une condition préalable à pouvoir siéger à l'Assemblée nationale. Afin d'amender la Constitution, la modifier pour ôter le serment d'allégeance, cela requiert l'unanimité, un consentement unanime, non de l'Assemblée nationale, mais du Parlement du Canada et des 10 provinces, car cela affecte la charge du roi et également du lieutenant-gouverneur du Québec, qui est le représentant du roi à l'Assemblée nationale. Donc, le lieutenant-gouverneur, qui représente le roi, a un rôle formel dans l'Assemblée nationale elle-même. Il faut bien le retenir. Cependant, la couronne canadienne n'a pas jugé bon, elle, de contester cette loi, n'a pas jugé bon de dire vous violez la Constitution. Alors, si ça fait l'affaire du gouvernement fédéral, si ça fait l'affaire du Parlement canadien, ça ne les dérange pas plus que ça. Pourquoi vous allez au front? Entre vous et moi, Carl, selon moi, il y a eu des calculs politiques du gouvernement fédéral qui n'a pas voulu, justement, vouloir s'immiscer là-dedans pour créer un peu d'inconfort politique, mais dans notre procédure déposée en Cour supérieure du Québec, nous avons nommé le procureur général du Canada comme mise en cause. Donc là, le fédéral va devoir jeter son grain de sel, mettre son grain de sel et prendre une position formelle sur les enjeux qui sont soulevés. Donc, au niveau politique, vous mettez un wrench dans la machine, essentiellement, là. Vous essayez de forcer la main de tout le monde de prendre position. Absolument. Et c'est nécessaire parce que c'est le principe de la primauté du droit qui est en jeu. Et puis, je veux vraiment préciser aussi, ce n'est aucunement du Québec bashing. Premièrement, je suis québécois, né à Montréal et tout le reste. Ensuite, cette règle-là qu'on met de l'avant, ça s'applique à toutes les provinces et au fédéral. Donc, si le Parlement fédéral voudrait abolir le serment au roi, ma réponse serait exactement la même. On ne peut pas faire ça unilatéralement. Le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, a réagi en disant que même quand le Québec est unanime, tant que le Québec ne sera pas indépendant, les décisions et les volontés des Québécois pourront être contestées par les institutions canadiennes dans le mépris complet de nos choix démocratiques. Est-ce que vous méprisez la démocratie québécoise? Absolument pas. Comme je l'ai dit, je suis québécois et en se levant pour le principe de la primauté du droit, on défend la démocratie québécoise, on défend la Constitution du Canada qui est également la Constitution du Québec. La contestation, elle est formulée à la Cour supérieure du Québec, entendue par les juges québécois, québécoises,
ça se rendra en cour d'appel du Québec des juges québécois, québécoises, ancrés dans la tradition et tout le reste. Donc non, on défend la démocratie québécoise et canadienne. C'est primordial de respecter les règles dans la Constitution. Encore une fois, le Québec a son autonomie, mais l'unanimité parlementaire n'est pas suffisante pour écarter la Constitution. Ou sinon, on pourrait prendre un exemple extrême. Disons à l'Assemblée nationale, il adopte une loi unanime qui dit on va rétablir la peine de mort. Est-ce que c'est la fin de la conversation ou on va dire attendez, il y a une charte canadienne, il y a une charte québécoise, et cela c'est impermissible. Ceci dit, depuis l'adoption de cette loi-là, les gouvernements fonctionnent, les institutions fonctionnent, ça n'a rien changé véritablement. Alors, est-ce que c'est si important que ça? Bien, voici pourquoi, Carl. Parce que là, le 5 octobre 2026, il y a l'élection provinciale générale. C'est la première élection générale au Québec depuis l'adoption de cette loi. Donc là, les nouveaux politiciens qui sont élus vont devoir faire un choix. Est-ce qu'on va prendre le serment ou non? Ils ne vont pas le faire parce que la loi, selon eux, elle est valide. Mais la Constitution dit qu'une condition préalable de siéger à l'Assemblée nationale, c'est de prêter serment, justement. Et donc, si on ne prête pas serment, selon nous, les votes et les lois adoptées de l'Assemblée nationale n'ont pas d'effet de validité juridique, donc pourront être contestées devant les tribunaux québécois. Et là, il faut le préciser, là, vous parlez des lois qui seront adoptées après la prochaine élection, parce que lors de la dernière élection, la grande majorité des députés ont effectivement prêté serment à la monarchie, sauf les péquistes. C'est exactement ça, Carl. C'est seulement les lois adoptées suite à l'élection du 5 octobre 2026. Et puis, encore une fois, je veux vraiment aussi préciser que le serment en question, là, c'est pas un serment au roi personnel. C'est un serment à la monarchie en tant qu'institution qui personnifie l'État canadien qui comprend bien sûr le Québec, ses institutions, les valeurs, les principes et tout le reste. Et encore une fois, ce n'est pas un serment à un monarque étranger. Le roi, c'est le roi du Canada. Dans notre Constitution, c'est également le roi du Québec. Donc, tant que la Constitution est là, on ne peut pas ignorer la réalité juridique. C'est le chef d'État selon la Constitution. Maintenant, c'est une procédure qui, j'imagine, va prendre un certain temps. Donc, fort probablement qu'il y aura jugement après les élections de 2026. Alors, qu'est-ce qui va arriver si jamais vous avez gain de cause? Mais justement, c'est exactement ça. Nous, qu'est-ce qu'on demande, c'est lorsque le tribunal va rendre son jugement, tous les lois qui seront adoptées entre le 5 octobre 2026 et la date du jugement vont être déclarées invalidées, à moins que, justement, les députés prêtent serment et réadoptent ces lois pour sauver leur validité juridique. Donc, il peut y avoir un certain chaos juridique si les députés ne prêtent pas serment. Et c'est justement, ça explique le timing de notre action, parce que là, on dit, écoutez, si vous prêtez serment à partir d'octobre, vos lois sont correctes, mais si vous adoptez des lois et les votes que vous avez mis ne comptent pas parce que vous n'avez pas pris le serment d'allégeance, encore une fois, vous êtes vulnérable à avoir des lois contestées devant les cours du Québec. Et juste pour revenir à ton autre point, oui, en effet, cela va prendre quelques années. On envisage, honnêtement, Carl, qu'on va se rendre en cour d'appel du Québec, sinon même plus loin. On verra, on est prêt pour ça. Jusqu'en Cour suprême? Oui, absolument. Ça prend de l'argent pour se rendre là. Qui finance votre litige? Bien, je veux dire, disons que l'accès à la justice, elle est disponible lorsqu'on a la passion, la détermination et beaucoup d'appui communautaire et en général. Mais vous avez quand même des fonds, j'imagine, là, qui viennent pour vous aider à préparer ça. Vous ne faites pas ça bénévolement? Bien, écoutez, c'est naturel que ça prend de l'argent pour mener une contestation juridique. Et comme je le dis, on bénéficie de beaucoup d'appui, de support communautaire et autres en général. Donc, on est disposé. Surtout que moi, je suis avocat, donc ça facilite les choses assez grandement pour pouvoir préparer le dossier et tout le reste. Maintenant, vous avez parlé, Laurence David, de chaos juridique. Si jamais vous avez gain de cause et si jamais la loi invalide, le jugement invalide toutes les lois qui ont été adoptées après l'élection d'octobre 2026, est-ce que ça pourrait amener des gros problèmes ou si on va juste comme s'adapter? Dans le sens, ma question, c'est est-ce que les gens qui ont été, par exemple, contraints de suivre telle ou telle loi qui est maintenant déclarée inconstitutionnelle vont avoir des recours? Est-ce que ça va mener à des multiples poursuites? Bref, est-ce qu'on va paralyser l'ensemble de l'État si vous avez gain de cause? La réponse est non, parce que le jugement déclaratoire
que va émettre le tribunal va être son effet va être suspendu pour maintenir l'effet juridique des lois inconstitutionnelles durant la période de temps que cela prendra pour les députés à l'Assemblée nationale de prendre le serment et d'adopter une nouvelle loi suite à avoir pris le serment qui rétablit les lois qui ont été adoptées avant que le serment ait été pris. Donc, ça ne créera pas de vide juridique. Là. Il n'y aura pas de chaos. Ça ne sera pas l'anarchie qui va s'installer au Québec si vous réussissez à faire ça. Non. Et puis, je veux également souligner que notre approche que je viens de décrire, elle s'inscrit dans un précédent de la Cour suprême du Canada sur le renvoi sur les droits linguistiques au Manitoba, les lois qui étaient adoptées uniquement en anglais. Oui. Donc, au lieu de les invalider en une shot, ils ont dit, écoutez, on va mettre ça sur pause, adopter les lois en français, et ensuite, vous allez rétablir les lois en anglais en même temps. Ouais. Adopter le processus pour vous assurer que les lois qui ont été adoptées sont effectivement légales suite à ce jugement. C'est un peu le même concept. C'est exactement ça. Très intéressant. Laurence David, vous êtes avocat constitutionnaliste, fondateur de l'Institut de litige d'intérêt public et professeur à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Pierre. Bonne journée. C'est fascinant, ce genre de débat constitutionnel. C'est sûr que ça ne touche pas les gens directement, mais on parle de la loi fondamentale du pays. On parle de la Constitution du Canada et on parle de procédures de modification et d'amendement. C'est compliqué, c'est un peu théorique, mais pour les députés, c'est une force de symbole. Et pour le Parti québécois, bien, ça amène des munitions, encore une fois, parce qu'on va évidemment dire que voilà, on est encore pris dans le carcan canadien malgré l'unanimité des élus québécois. Alors, ça va forcer la main de certains de se positionner, notamment du premier ministre Mark Carney, éventuellement. C'est à suivre. 7h37, on s'arrête pour une courte pause. Au retour, on